Camille Flammarion décrit à quoi doit ressembler la vie sur d'autres planètes. En fait, c'est notre solitude qui est finalement assez exceptionnelle. C'était une personnalité publique d'ampleur mondiale. Au 19e siècle, c'est la surface de la Lune telle qu'elle a été représentée. Est-ce que c'est réaliste? Il y a eu la découverte de la relativité générale et de la mécanique quantique au début du XXe siècle. On n'a rien qui a constitué une révolution de la même ampleur. La science, en apportant des vérités, elle est assez sombre, ou en tout cas elle est parfois un peu déprimante ou un peu rabat-joie. Ce qui est désenchanté aujourd'hui, c'est notre rapport à l'avenir. Elsa Courant, merci d'être avec nous. Merci. Est-ce qu'il y a de la vie cachée dans les canaux sur Mars? Si je vous fais une réponse à la Camille Flammarion, je vous dis forcément c'est obligatoire et la science ne tardera pas à le découvrir. Pour la science actuelle, je laisse Tristan répondre. Il y a peu de chances qu'il y ait de la vie actuelle, même de la vie passée, ce serait une belle chose, mais ça a été un mythe qui a perduré pendant très longtemps et puis on pourra essayer d'expliquer pourquoi. Et oui, on l'a longtemps cru, car peu d'époques dans l'histoire de l'humanité ont cristallisé à ce point l'ambition scientifique des êtres humains. Le 19e siècle, c'est le siècle du chemin de fer, c'est le siècle du télégraphe, de la lumière électrique et de l'astronomie. On découvre des planètes lointaines, on découvre des comètes, des astéroïdes. Et l'étude du ciel devient extrêmement populaire auprès du grand public. Bien avant Stephen Hawking, avant Einstein, la superstar de l'astronomie à cette époque s'appelle Camille Flammarion. Il est aussi un adepte des sciences occultes et c'est ce que vous racontez dans votre livre Faire rêver le monde. Elsa Courant, bienvenue dans le Planétarium. Merci beaucoup. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est une époque où de nombreux spécialistes de l'espace, dont Camille Flammarion, sont persuadés qu'on va trouver de la vie partout dans les planètes du système solaire, qu'il n'y a qu'à regarder un télescope pour en trouver, à commencer par Mars. D'où vient cette idée? D'où est-ce qu'elle a germé? Pour Camille Flammarion en particulier, cette idée d'une vie extraterrestre, c'est une nécessité philosophique. C'est même une nécessité logique. Pour lui, en contemplant l'immensité du cosmos, sa diversité, c'est évident que s'il y a de la vie sur notre planète, il y en a forcément sur d'autres planètes lointaines, etc. C'est son combat, je dirais presque, de chercheur en astronomie, depuis la pluralité des mondes habités, où il cherche à comprendre quelle pourrait être la vie sur d'autres planètes en fonction de leurs conditions d'habitabilité, à quoi pourraient ressembler des végétaux, des êtres vivants sur toutes les planètes du système solaire, jusqu'effectivement à cette affaire des canaux de Mars qui s'achève en 1920 avec les observations d'Antoniadi dans les années 1920. Et je pense que ce qui compte vraiment pour lui, en fait, c'est l'idée de défendre une continuité du vivant. De la plante jusqu'aux êtres humains. Il le dit lui-même, on est encore un peu plante au printemps quand on se met au soleil et qu'on se sent revivre. C'est justement parce qu'on est un peu encore affilié à la plante. Et de l'être humain jusqu'à ces autres formes de surhumanité, en quelque sorte, qu'il projette dans les vies extraterrestres. Tristan Weil, vous êtes journaliste scientifique au Figaro. Comment on a pu croire ainsi qu'il y avait de la vie comme ça, aussi facile, à portée de main? Mais il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a des raisons même observationnelles. On voit sur Mars des structures qui ont l'air régulières et qui ont été interprétées parce que sur Terre, on se dit qu'est-ce qui fait ce genre de choses sur Terre? C'est des canaux. Et donc s'il y a des canaux, il y a des gens pour les creuser. Si des gens pour les creuser, il y a une intelligence. On ne se demandait pas si c'était une vie microbienne ou une vie peut-être différente. On se demandait plus à quoi ressemblaient les petits hommes verts. Et vraiment, ça faisait aucun doute qu'il y a une infinité de mondes dans l'univers. C'est Giordano Bruno déjà qui, au XVIe siècle, fait cette hypothèse c'est presque la post-révolution copernicienne, c'est que finalement, derrière chaque étoile, il y a probablement des planètes. Et donc, vu le nombre d'étoiles qu'il y a forcément des mondes infinis, et il a cette intuition très tôt. Donc, on se dit que voilà, ça doit venir assez naturellement, et après, je pense qu'il y a le fait de regarder autour de nous, de demander à un enfant, mais pour un enfant, la vie, c'est tellement naturel, qu'il y ait de l'herbe, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des animaux, et il ne se pose pas la question. Donc il voit la Lune dans le ciel, il se demande s'il y a des choses qui vivent sur la Lune. C'est le raisonnement le plus naturel. En fait, c'est notre solitude qui est finalement assez exceptionnelle. Et il a fallu pas mal de temps, depuis les années 70, pour se convaincre qu'on était peut-être bien plus seul qu'on l'imaginait dans le système solaire.
L'histoire des canaux martiens, est-ce qu'on peut la raconter en détail? Cette histoire commence dans les années 1870 avec donc les observations d'un astronome italien qui s'appelle Schiaparelli et qui va observer ce qu'il appelle, lui, des canali qui, comme l'historienne Colette Lelay l'a soulevé, se traduit plutôt comme bras de mer. Mais en fait, Flammarion, lui, interprète le mot canali comme le terme canot, ce qui sous-entend, comme Tristan l'a dit, donc une forme d'activité humaine. Et en fait, à cette période-là, Camille Flammarion est déjà la personne très médiatique qu'on connaît, et il y a un emballement en fait autour de cette nouvelle possibilité ouverte qu'on puisse observer une activité extraterrestre sur la planète Mars. Et ensuite, il y a des relais en fait qui se mettent en place. Hervé Faye qui sollicite les institutions pour qu'elles se positionnent, les institutions savantes officielles, pour qu'elles se positionnent sur ce sujet. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Percival Lowell, qui est un grand admirateur de Camille Flammarion, construit un observatoire pour mieux observer ces fameux canaux. Et là, en fait, un des plus proches collaborateurs de Camille Flammarion, qui était Anthony Haddy, commence à prendre un petit peu ses distances, puisqu'entre effectivement les études spirites de Camille Flammarion et son obstination à croire en fait à l'existence d'une vie extraterrestre, il commence à percevoir qu'ils n'ont pas la même conception de la démarche scientifique et il part donc à l'observatoire de Meudon où il fait des observations qui vont enterrer en fait cette fameuse hypothèse des canaux de Mars. Parce qu'il faut le dire, le 19e siècle, c'est aussi le siècle de l'image. Alors ça, c'est vraiment l'idée que j'ai souhaité défendre dans ce livre. Oui. C'est le siècle de l'apparition de la photographie par Daguerre, du cinéma, à la fin du siècle, mais quand même le 19e siècle, par les Frères Lumière. Est-ce que, selon vous, la diffusion de l'astronomie au grand public, comme a pu le faire Camille Flammarion, qui a été un des premiers à le faire, est aussi liée à cette diffusion par l'image? Dans le livre de l'astronomie populaire, c'est un de ses premiers usages. C'est d'appuyer le propos, mais aussi de faire entrer l'astronomie dans l'univers familier des lecteurs. Alors on voit une de ces illustrations ici. Ça, c'est la surface de la Lune, telle qu'elle a été représentée au 19e siècle. Tristan Vey, est-ce que c'est réaliste comme représentation? Pas totalement, mais c'est pas non plus complètement absurde. C'est assez vide. La Terre me paraît comme ça, je dirais un peu grosse dans le ciel, mais elle semble un peu plus petite sur les vues qu'on a des missions Apollo. La surface est quand même globalement plus plane, plus poussiéreuse, elle a moins cette apparence de rocher granitique, elle fait plus... Moi, ce qui me fascine dans ces images-là, c'est qu'encore aujourd'hui, quand on parle d'exoplanètes, par exemple, on n'a pas d'image d'exoplanètes. On a quelques photos de points lumineux, voilà. On a cette même tradition d'essayer de les imager. La NASA a des artistes qui sont spécialement employés à temps plein pour faire ce type d'illustration, parce que c'est important pour faire rêver les gens, c'est important pour les scientifiques eux-mêmes, pour leur faire un appui à leur réflexion. Et c'est assez marrant parce que des fois quand on parle aux scientifiques, on leur pose des questions, moi je leur demande souvent quelles sont les vraies couleurs de telle ou telle planète. C'est pas des questions évidentes et triviales parce que la luminosité n'est pas du tout la même, les photos qu'on reçoit sont assez différents, on est dans les photos qu'on a pu voir ont été retravaillées pour faire ressortir des choses. Ça n'a pas beaucoup de sens en fait de dire à quoi ressemblent vraiment les choses. En fait, il y a quand même toujours un travail d'interprétation et c'est vrai que c'est un des pionniers dans ce domaine-là et c'est fascinant. Pour ma part, ce que je trouve formidable dans ce type d'image, c'est quand même, il faut bien percevoir le fait qu'on est au 19e siècle et ce qu'on a là, en fait, c'est ce qu'on appelait une vue idéale, c'est-à-dire une représentation d'un paysage inaccessible ou inobservable. Et l'artiste, effectivement, s'imprègne en fait de ce qu'il connaît pour construire une image crédible d'une expérience qu'on ne peut pas vivre. Alors voici une autre d'image. Oui. Alors celle-ci, à mon avis, est beaucoup moins réaliste puisque cette gravure-là représente Vénus. Pour le coup, Tristan est d'accord que celle-ci, on est un peu plus loin de la réalité. C'est très éloigné. Après, il faut dire que Vénus vous laisse entièrement libre dans votre imagination puisque c'est recouvert d'une couche de nuages tellement épaisse qu'elle nous apparaît, nous, comme une espèce de boule blanchâtre. Donc après... Et qu'on n'a jamais vu la vraie surface. Exactement, mais quelque part, il y a plus d'imagination là, parce qu'ils auraient pu faire un monde tout blanc, par exemple. Mais non, ils avaient compris qu'il y avait une couche de nuages et que sous cette couche de nuages, il pouvait se cacher des choses, ce qui est le cas. Alors, elles ressemblent probablement pas à ça, on est sur des mondes
probablement assez différent, fait de roche, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Mais bon, c'était... Là, c'était vraiment... Malheureusement, ils avaient très très peu de données disponibles pour le faire. Donc moi, je trouve déjà s'imaginer qu'il y a quelque chose sous les couches de nuages, en soi, déjà, c'est une performance. Le détail qui est vraiment très intéressant sur cette image en particulier, ce sont les cactus, en fait. Dans un ouvrage antérieur, Flammarion avait fait représenter des paysages du Nevada, avec donc des Indiens qui galopaient au milieu de champs de cactus. Et il disait, n'est-ce pas un paysage très extraordinaire et très étrange? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être sur une autre planète quand on est dans le Nevada? Et en fait, précisément, donc Motti, qui est l'illustrateur de cette image-ci, s'est imprégné de cette remarque pour construire le paysage de Vénus. Et donc, en fait, de façon totalement symétrique, la Terre nous semble digne d'étonnement. Et par comparaison, Vénus peut nous apparaître comme un paysage familier. Je voulais vous montrer cette gravure. Je ne sais pas si vous la voyez bien oui. ici. Et j'aimerais que vous nous expliquiez d'où vient cette gravure, parce qu'elle est particulièrement étonnante. C'est le système, du coup, pas solaire. Oui. L'équivalent du système solaire, sauf qu'à la place du Soleil, au centre, Jupiter. Système jovien, donc. Voilà, alors... Qu'est-ce que ça sort, ça? Alors en fait, il me semble que c'est une illustration qui vient des Terres du Ciel. Camille Flammarion vraiment décrit à quoi doit ressembler la vie sur d'autres planètes. Et donc, il part des savoirs bien réels que la science pouvait lui donner. Et il élabore, en fait, des théories comme ça sur, justement, cette habitabilité. Et donc, il se projette, en fait, il imagine, il renverse l'argument géocentrique qu'il n'y aurait de l'habitabilité que sur Terre. Et il dit, mais si les habitants de Jupiter fonctionnent comme nous, eh ben, ils vont penser eux aussi qu'ils sont au centre du monde. Et donc, forcément, les jupitériens se font la même remarque et ont leur propre système jupitéro-centriste. Tristan, on est d'accord qu'aujourd'hui, quand on cherche de la vie sur notre planète, on ne s'attend pas du tout à chercher des organismes vivants aussi complexes. Ce qui est à notre portée, on l'aurait probablement détecté si ça avait été des formes de vie aussi complexes. Ce qu'on cherche plutôt aujourd'hui, c'est des signatures de vie bactérienne microscopique. C'est plus ça dont on se dit que c'est peut-être possible à trouver. Mais bon, la liste des candidats commence à se rétrécir, donc on va chercher un peu plus loin, des choses un peu plus ésotériques. On cherche pas des êtres évolués, et donc on va chercher pour l'instant sur les lunes des planètes géantes. On en a parlé dans une autre émission. C'est ça aujourd'hui peut-être la cible principale, parce qu'il y a de l'eau liquide, qu'il y a de l'eau en interaction avec des minéraux, parce que les conditions sont favorables depuis longtemps, stables. Donc on se dit, si la vie émerge naturellement, ce qui est un grand si, qui est peut-être un des plus grands si de la science actuelle, alors elle aurait eu le temps de se développer sur ces planètes. La question est de savoir, est-ce que la vie est quelque chose qui apparaît spontanément, facilement et naturellement? Et ça c'est une grande question. Et alors en voici une troisième, avec une jungle encore plus luxuriante, oui. Et de l'eau et des plantes partout. Et ça, c'est une représentation de Mars. Oui. Alors, on est d'accord, quand on voit ces images-là, on a aujourd'hui des robots sur Mars, on sait que Mars ne ressemble pas du tout à ça. Quelle était, d'après vous, l'ambition de Camille Flammarion? C'était pas de représenter le réel, finalement. Je pense que justement, derrière ce choix, peut-être qu'il y a, disons, le désir de défendre l'idée d'un cosmos habité, où la vie prolifère, où la vie existe. Et ça, c'est une idée qu'il défend dès la pluralité des mondes, en réalité. J'adorerais que Mars ressemble à ça, moi. Alors, on ne se poserait pas la question de la terraformation. Ils sont magnifiques, les paysages pris par Curiosity Perseverance, mais ils ont aussi un petit côté tristoun, quoi. On va pas se mentir. Oui. Mais alors, précisément, Tristan, très bonne transition. Votre titre est très clair, faire rêver le monde. L'impression que j'ai eue en le lisant, c'est qu'au 19e siècle, la perspective des savants, l'ambition des savants, c'était vraiment d'apporter du rêve, et pas forcément de la réalité. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que la réalité qui est apportée par certaines découvertes scientifiques, en fait, elle est assez sombre, ou en tout cas, elle est parfois un peu déprimante, ou un peu rabat-joie, pour le moins. Est-ce que vous diriez que la vision qu'on a de la science, ou le récit qu'on fait de la science, il est comme ça, beaucoup plus rabat-joie, et il fait moins rêver le monde, précisément? Ce qui est désenchanté aujourd'hui, c'est notre rapport à l'avenir. Ça, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les progrès techniques qui nous ont amenés à des découvertes extraordinaires sont ceux-là même qui nous font vivre à contre-courant de cycles naturels, qui sont ceux qui garantissent notre survivance en tant qu'espèce.
Il est évident que pour Camille Flammarion, la démarche est inverse, c'est-à-dire que lui, il pense au contraire que le progrès technique va nous permettre d'atteindre des rêves collectifs qui sont le fil rouge de sa carrière. La paix dans le monde, la santé, ne plus avoir peur de la mort, etc. Donc de ce point de vue, oui, il y a des enchantements. Il y a peut-être des enchantements aussi du point de vue de la valeur de certaines expériences astronomiques. Je pense par exemple à l'exploration spatiale récréative, qui consiste à envoyer Katy Perry hors de l'atmosphère pendant quelques minutes sous couvert d'ambition féministe. Bon, ça peut se discuter, vous voyez. On est un peu loin des démarches qui avaient motivé toutes les missions Apollo, où l'objectif était de comprendre en fait comment la croûte terrestre s'était formée. Enfin, là, effectivement, du point de vue de la valeur de ces explorations spatiales, il y a peut-être une perte de la magie, en quelque sorte, de suggestion du déplacement vers la Lune, etc. Et il ne faut pas penser non plus que la science du 19e siècle était 100% enchantée. Au contraire, même. Ouais. Il y a un discours du désenchantement scientifique. Déjà à l'époque ? Déjà à l'époque. Et c'est d'ailleurs le point de départ d'une grosse réflexion de la part de Camille Flammarion sur comment se positionner face à ces savoirs cosmologiques qui le fascinaient et qu'il ne pouvait que prendre comme vrai, et son besoin de croire, en fait, alors que les savoirs scientifiques entraient sans cesse en contradiction avec la religion catholique. Et il a des échanges très douloureux, en fait, avec de grands vulgarisateurs, comme l'abbé Moignot, qui lui disait « Mon bon petit, séparez bien les deux choses, et puis voilà, ne cherchez pas à faire des ponts là où il n'y en a pas. » Mais ça ne le satisfaisait pas. Et c'est pour ça qu'il a essayé de bâtir sa philosophie astronomique. Donc lui, il a essayé en fait de restituer ce lien, mais le désenchantement existe. Tristan Vey, avant même ces considérations philosophiques et morales, du point de vue de la science pure, est-ce que vous auriez le sentiment qu'aujourd'hui, la science, en apportant des vérités, est un peu rabat-joie? C'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, c'était une évidence qu'on allait les trouver, que c'était une question de temps, de technologie, mais qu'on allait rencontrer plein d'extraterrestres. On a reçu Jean-Philippe Uzan il y a un mois qui nous disait « Écoutez, même s'ils sont là, on les verra jamais ». Oui, c'est quand même pas tout à fait le même discours, ça fait moins rêver. Un peu moins, je pense ou non, je ne suis pas certain que la science soit totalement désenchantée. Ce qui est certain, c'est qu'il y a peut-être il y a eu la découverte de la relativité générale et de la mécanique quantique au début du XXe siècle, et on a rien qui a constitué une révolution de la même ampleur. Pour les scientifiques ou les jeunes qui se lancent dans la science, il peut y avoir on a l'impression de ressasser depuis très longtemps. Alors on avance dans plein de directions, on fait des petits progrès, mais finalement le LHC n'a pas apporté les réponses qu'on voulait. Les télescopes permettent de mieux voir, mais pas vraiment de révolutionner complètement notre vision du cosmos. On est peut-être à la frontière d'une nouvelle époque avec les télescopes qui travaillent sur l'énergie noire et qui nous montrent que peut-être finalement l'univers serait un peu plus compliqué que ce qu'on imagine et que peut-être que se cache derrière là quelque chose qui pourrait réenchanter. Moi j'avais l'impression quand j'étais jeune que voilà, il y avait un Big Bang, l'univers grandissait, l'être humain évoluait, qu'on avait à peu près tout compris. Et c'est vrai que derrière cette vision-là, il peut y avoir un peu de désenchantement. Quand j'ai compris plus tard, vers 30 ans, que j'ai repris l'histoire des sciences et que j'ai compris toutes les étapes par lesquelles on était passé pour en arriver là, ça m'a réenchanté les sciences. Je me suis dit, mais c'est incroyable l'imagination qu'il faut. En fait, quelle imagination il faut pour s'imaginer le Big Bang? Quelle imagination il faut pour s'imaginer qu'il y a un noyau au cœur de la Terre? Quelle imagination il faut pour s'imaginer d'autres mondes, des exoplanètes dont on ne verra jamais rien? En fait, et d'un coup, je me suis dit, en fait, il y a toujours la place pour cette imagination, pour investir tous les trous. Je pense qu'il y a un dialogue qui se fait avec les arts, entre les sciences et les arts, notamment depuis au moins, depuis toujours. Mais je trouve que aujourd'hui, c'est assez prégnant. Elsa Courant, parlons de cette dimension spirituelle que vous avez évoquée. Déjà, on regarde le ciel. C'est pas pareil que de regarder les fonds marins, par exemple, de ce point de vue-là. Il y a une dimension spirituelle très forte chez Camille Flammarion, et vous l'avez dit, il y a une forme de concurrence avec la religion. Il écrivait « La science est la vraie religion de l'avenir ». Oui. Il avait quand même une ambition de détrôner. De détrôner ou finalement d'en renforcer les principes au moyen de savoirs qui seraient indiscutables. On critique souvent, on entend parfois des
des critiques sur la science, notamment la science du spatial, hein, dès qu'on s'intéresse aux origines de la vie, etc. Et on l'accuse d'avoir créé un nouveau dogme, tout simplement. Tristan. Que la science soit un dogme parmi d'autres. Soit un dogme, que les scientifiques prônent un autre dogme. On peut le trouver chez certaines personnes, chez certains zététiciens qui vont être un peu absolutistes dans leur vision de la science comme étant l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on peut dire et que tout ce qui sort du discours scientifique finalement est nul et non avenu. Je pense qu'il y a une forme de... Enfin, bon, c'est ma vision, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... un peu de posture derrière ça et que finalement, en tant qu'être humain, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, on arrive toujours à des limites, que ce soit en mécanique quantique, que ce soit en astronomie, que ce soit dans l'étude du corps humain, l'étude du cerveau. Il y a toujours un moment où on touche un peu des limites quasiment ontologiques et du coup, on se dit, bah, finalement, ça ne répondra jamais à toutes ces questions que vous avez évoquées et qu'on se pose. La science n'arrivera pas à y répondre. Peut-être le XXe siècle a été l'occasion de se rendre compte de ça, et le XXIe aussi, que la science n'y arrivera pas. Et du coup, ben voilà, c'est toujours le vieux Malraux, il faudra que le XXe siècle soit spirituel ou il ne sera pas. On est un peu obligé il y a un retour à la spiritualité parce que finalement, il y a toujours des petits terrains incognita comme ça qui ne pourront pas être investis par la science, dans lesquels on n'aura pas de réponse. Et donc je ne pense pas que la science puisse être la solution à tout, mais je pense que pour plein de choses de la vie, ça peut être un aiguillon. Il ne faut pas non plus dire que la science ne peut rien, parce qu'elle ne peut pas tout. Voilà, on l'a vu pendant le Covid, notamment, moi, ça m'a beaucoup heurté, que les gens disent, ben voilà, puisque vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous pouvez répondre à rien. C'est pas non plus vrai. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, vous êtes en train de parler de la science, oui, qui est en réalité un concept hein, dont les contours sont négociés au XIXe siècle. Et dans le cadre d'une vraie bataille épistémologique à laquelle Camille Flammarion a en fait participé. Autour du milieu du XIXe siècle, prend son essor une philosophie qui est donc celle du positivisme, dessinée par Auguste Comte. Et le positivisme considère qu'il y a quelque chose qui est scientifique, qui est lié à l'expérience et l'observation. Et il y a tout ce qui n'est pas scientifique et qui est lié à ce qui n'est pas observable et qui ne peut pas faire l'objet d'observation. Et donc les deux grands perdants finalement de cette bipartition, qui a énormément de succès auprès des scientifiques, ce sont les lettres, bien sûr, et la cosmologie. Et c'est là qu'il y a rencontre en fait entre Camille Flammarion et des gens comme Victor Hugo par exemple. En fait, il y a eu combat ici. Et quand Camille Flammarion entre à l'observatoire comme élève astronome pour faire des calculs de position, il se rend compte qu'il est le seul à se demander si oui ou non il y a des extraterrestres dans l'univers, mais il est catastrophé. Et il se dit mais c'est pas mon astronomie ça. Et c'est pour ça qu'il va essayer de monter sa propre institution astronomique avec l'observatoire de Juvisy qu'on va lui donner. Il va y avoir effectivement concurrence en fait entre deux conceptions de la science. Et Auguste Comte disait mais ça sert à rien en fait d'aller chercher des réponses qu'on ne pourra jamais obtenir. Là où Camille Flammarion dit au contraire, mais si en fait, c'est en repoussant toujours les limites des connaissances, en osant aller vers l'imaginaire, qu'on va pouvoir faire des découvertes remarquables. Elsa Courant, est-ce que dans vos recherches, vous avez pu identifier d'où vient ce que j'appellerais ce manque de modestie de Camille Flammarion, des scientifiques de l'époque? Voilà, on n'avait pas de limite. Moi j'ai l'impression... on a presque parfois l'impression de lire un gourou, quoi, un prophète. Okay, oui, non, mais c'est vrai qu'il ne mettait pas beaucoup de limites, disons, à la fois au sujet qu'il prétendait traiter et à vraiment, je dirais, la foi, hein, au sens presque religieux du terme, qu'il pouvait mettre dans le savoir scientifique qu'il prétendait répandre comme ça auprès de l'ensemble des populations. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'exposition universelle de 1900, il a été donc en charge du pavillon astronomique et ce fameux pavillon contenait entre autres attractions remarquables un musée Camille Flammarion de son vivant, donc, pour rendre hommage à sa carrière exceptionnelle. Mais c'était en quelque sorte c'était mérité. Enfin, il était vraiment c'était une personnalité publique d'ampleur mondiale, vraiment à un degré pour l'époque, je pense très peu égalé. Tristan Vert, on va bientôt terminer cette émission. Ça vous fait rêver, ce genre d'histoire du 19e siècle, le siècle des expositions universelles, la science de l'époque? J'adore. Je me rappelle de passages dans Mort à crédit de Céline, dans lesquels il parle du scientifique qui l'accompagne, enfin un scientifique, un pseudo-scientifique qui fait des vols en ballon et qui essaie de faire pousser des légumes en leur mettant des électrodes. Et j'adore parce que c'était une époque où on croyait
en la technologie, en des choses voilà, un peu ésotériques, avec des raisonnements un peu biaisés, des raccourcis. On s'en moque un peu aujourd'hui, mais finalement, chez les vrais précurseurs, il y a toujours cet effort d'imagination qui précède la découverte, le calcul, la vérification. Pour être un grand scientifique, il faut beaucoup d'imagination. Je ne crois pas qu'il y ait de grandes sciences qui se fassent sans imagination, et cette époque-là, effectivement, déborde de possibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a peut-être un peu moins, et encore, on peut le trouver. Il y a des gens qui prétendent qu'on vit peut-être dans une simulation numérique géante. Il y a des gens qui croient aux univers parallèles. Ça, c'est alimenté par la mécanique quantique, la simulation par des théories thermodynamiques. La science a nourri, c'est vrai, à ses débuts, une grande curiosité. Mais je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. On vit quand même dans une société très technologique où il y a quand même beaucoup de curiosité, beaucoup de choses fascinantes. Je pense qu'il y a quand même des choses qui font encore rêver aujourd'hui. Merci beaucoup, Elsa Courant, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle la publication, la sortie de votre livre « Faire rêver le monde ». C'est sans surprise chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci. Tristan Vey, journaliste scientifique au Figaro. Et à très vite pour un prochain numéro de Planétarium.